Une femme a donné naissance à des jumeaux. 10 jours plus tard, elle a été horrifiée d'apprendre la vérité. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la série. Le Colorado était en plein hiver. Le vent était glacial et la neige recouvrait l'entrée du centre médical Saint-Vincent, un hôpital public. La lumière fluorescente qui s'échappait des portes vitrées était pâle et froide, à l'image du visage de Carla, la femme allongée sur un brancard, haletant sous d'intenses contractions. La sueur perlait sur son front malgré le froid glacial de la pièce. Elle était en plein travail. Tiens bon, Carla. Respire profondément, dit Morgane, gynécologue obstétricienne, d'une voix ferme mais posée. Carla agrippa fermement la barrière du lit. Comment? Combien de temps encore, halta-t-elle, les yeux injectés de sang? Pas longtemps. Le bébé est presque là, répondit l'infirmière Lucie en jetant un coup d'œil au moniteur cardiaque fœtal. Carla murmura, Daniel, où est mon Daniel? Votre mari a eu un accident de voiture. Il est toujours à l'hôpital général merci, dit doucement le docteur Morgane, évitant tout contact visuel. Mais vous devez rester forte pour vos bébés. Un cri résonna dans la pièce. La tête était sortie un peu plus. Un cri de bébé retentit. La première fille était née en pleine forme, la peau rose, les cheveux épais et noirs comme du velours. Lucie nettoya délicatement le bébé et le déposa sur la poitrine de Carla. Carla fondit en larmes, épuisée, mais ses yeux brillèrent de la seule lueur d'espoir de cette journée sombre. Elle est magnifique, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Daniel, murmura Carla en embrassant le front de sa fille. Mais elle n'eut pas le temps de savourer l'instant. Une nouvelle vague de douleur la frappa. Il y en a encore une. Allons-y, poussons. La sueur trempait l'oreiller. 1 minute. 2. 3 passèrent. Pas un cri. Le deuxième bébé, et le deuxième bébé, demanda Carla en scrutant la pièce avec une panique grandissante. Lucie fronça les sourcils. Sa peau est un peu bleutée. Pas de réflexe lumineux. Docteur, fréquence respiratoire basse. Possible détresse respiratoire néonatale, rapporta Ethan, un autre infirmier, les mains tremblantes en lui tendant le masque à oxygène. Le docteur Morgane s'empressa d'agir. Incubateur, maintenant. Préparez le respirateur. Carla, reste calme. Le bébé a juste besoin d'un peu d'aide. Je veux la voir. Laisse-moi voir mon bébé, s'écria Carla. Quelques instants plus tard, Ethan leva brièvement le bébé pour que Carla le voie, et son regard se figa. Ses yeux, ils ne sont pas normaux. Elle ne ressemble plus à la première. Carla hurla et posa une main sur son épaule. Carla, calme-toi. Elle a peut-être été privée d'oxygène à la naissance, donc son apparence est peut-être un peu différente. Mais tout ira bien. Non, je m'en souviens très bien. Elle avait une petite tache de naissance sous le cou à sa naissance. Ce bébé ne l'a pas. Lucie intervint, vous venez d'accoucher. On peut facilement se tromper. Laissez l'équipe médicale s'occuper d'elle. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons les résultats des analyses. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas folle, cria Carla, paniquée. Ils l'ont maintenue doucement pendant qu'une infirmière lui administrait une injection dans le bras. C'est juste un léger sédatif. Tu as besoin de repos. Avant que ses paupières ne deviennent trop lourdes pour rester ouvertes, Carla aperçut Ethan poussant l'incubateur hors de la pièce, la démarche chancelante, les mouvements furtifs. Et cet instant fugace planta une graine d'effroi. À 3 heures du matin, Carla se réveilla dans la salle de soins postpartum. Dehors, la neige tombait encore. La lumière du plafond brillait faiblement. Une jeune infirmière, Paige, était assise à son bureau et consignait un carnet médical. « Excusez-moi. Où sont mes bébés ?» demanda Carla d'une voix tremblante. « Bonjour, mademoiselle Carla. Le premier bébé est là, avec vous. Le deuxième est sous étroite surveillance en unité de soins intensifs néonatales. Ne vous inquiétez pas. » Carla se retourna et vit sa première fille dormir paisiblement dans le berceau en plastique à côté de son lit. Mais intérieurement, elle se sentait vide. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer logiquement. Je veux voir le deuxième bébé. C'est presque le matin. Tu devrais te reposer un peu. On s'occupera de ça dès que possible. Non, je veux y aller maintenant. Paige hésita,
puis appuya sur le bouton d'appel pour appeler un médecin. Un jeune résident nommé Andrew est entré, tenant un dossier. « Carla, je suis le docteur Andrew Thomas. Le deuxième bébé est stable maintenant, mais nous devons encore le surveiller quelques heures. » « Stable ?» Tout le monde dit « stable ». Alors pourquoi ses yeux sont-ils sans vie? Sa peau est-elle bleutée? Pourquoi n'a-t-elle pas de tache de naissance? Demanda Carla. Andrew fronça les sourcils. Une tache de naissance sous son menton? Je l'ai clairement vue à sa naissance. Paige a ajouté, il n'y a aucune trace d'une telle marque dans les notes de naissance. Il pourrait s'agir d'une erreur visuelle, peut-être due à la sédation. Je n'étais pas sous sédatif, rétorqua Carla. Andrew tenta de la rassurer. On va vérifier les enregistrements et prendre de nouvelles photos. Ne vous inquiétez pas. Carla le regarda droit dans les yeux. Je vais vérifier moi-même. Cette nuit-là, alors que l'hôpital dormait, Carla s'est discrètement échappée de sa chambre. Elle a volé une carte d'accès d'infirmière laissée sans surveillance et s'est rendue aux soins intensifs néonatales. Le deuxième bébé reposait dans la couveuse, entouré de tubes et de machines. Carla posa sa main sur la vitre et observa en silence. Sous la faible lumière du néon, le visage du bébé était immobile et froid. Ses yeux étaient ouverts, mais flous, comme s'ils fixaient le vide. « Toi, tu es ma fille, n'est-ce pas ?» murmura Carla, la voix étranglée. Une infirmière entra, ni Paige, ni Lucie. Un homme grisonnant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix basse et aiguë. « Je suis sa mère. J'ai le droit de la voir. »« Pas à cette heure. »« Par maintenant. » Il ne portait pas d'étiquette. Sa blouse était vieille et usée. Carla le regarda de la tête aux pieds. « Qui es-tu ? Je ne t'ai jamais vu ici. » Rotation de nuit. Tu devrais retourner te reposer. Carla recula, la suspicion grandissant dans sa poitrine. Il la regarda partir, le regard froid et dur. Le lendemain matin, Carla a appelé sa meilleure amie, Emily Ross, infirmière dans un autre hôpital. « Emily, j'ai besoin de ton aide, » dit Carla au téléphone, la voix tremblante. « Quelque chose ne va pas. Je crois que mon bébé a été échangé. » Emily était stupéfaite. « Carla, tu es sûre? C'est une accusation extrêmement grave. » « Je sais, mais ce n'est pas le bébé auquel j'ai donné naissance. Ni par son apparence, ni par son odeur, ni par ses réactions. Et il y a quelqu'un à l'hôpital que personne ne semble connaître. Vous avez besoin de preuves. N'agissez pas impulsivement. Je vous aiderai à vérifier les actes de naissance. Envoyez-moi les noms des infirmières de nuit et toutes les photos que vous avez. » Carla hocha la tête, même si elle le savait déjà. Une horrible vérité venait de se révéler. 4e jour après la naissance, le Colorado restait couvert et glacial. Carla était assise dans la salle de soins postpartum, le visage pâle, les yeux cernés par le manque de sommeil. Elle tenait sa fille en pleine santé dans ses bras, le bébé gigotant doucement, les joues roses. Mais son esprit était tourné vers l'autre enfant, celui qui ne pleurait pas, ne se concentrait pas, respirait à peine. « Lucie !» cria Carla lorsqu'elle aperçut l'infirmière familière. Lucie s'arrêta, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'il y a, Carla ? » « Je veux revoir le deuxième bébé. Cela fait 4 jours, et ses yeux sont toujours vides. Et j'ai découvert, dit-elle en se mordant la lèvre, qu'elle n'a pas de tache de naissance sous le menton. » Lucie hésita. « Quelle tache de naissance ? » Une petite marque brune en forme de virgule juste sous le menton. Je l'ai clairement vue dès qu'elle est sortie. Lucie détourna le regard. C'était peut-être l'éclairage. Les taches pigmentaires sur les nouveau-nés peuvent s'estomper. Carla continua. Elle se pencha, prit la couche de nuit et la tendit à Lucie. Version étendue et plus riche avec le même contenu. Dans l'étreinte glaciale d'un hiver du Colorado, une femme nommée Carla se retrouva aux prises avec un froid intense à son arrivée au centre médical Saint-Vincent, un hôpital public enveloppé d'un manteau de neige. Le vent mordant fendit l'air, mais à l'intérieur de l'hôpital, la lueur crue et pâle des néons projetait un froid stérile sur la pièce où Carla était allongée sur un brancard. Malgré le froid glacial, des gouttes de sueur perlaient sur son front tandis qu'elle haletait sous des contractions incessantes, son corps ravagé par la douleur intense du travail. « Tiens bon, Carla. Respire profondément, » insista le docteur Morgan d'une voix ferme mais douce, offrant un ancrage serein dans la tempête de douleur.
Carla s'accrochait désespérément à la barrière du lit, les yeux hagards et injectés de sang, haletante. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Plus pour longtemps, lui assura l'infirmière Lucie, son regard se tournant vers le moniteur cardiaque fœtal. Le bébé est presque là. La voix de Carla tremblait d'inquiétude lorsqu'elle murmura « Daniel, où est mon Daniel ?» Le visage du docteur Morgan s'adoucit de tristesse lorsqu'elle révéla « Votre mari a eu un accident de voiture. Il est toujours à l'hôpital général, merci. » Son regard évita celui de Carla, mais elle insista doucement « Vous devez rester forte pour vos bébés. » Soudain, un cri perçant emplit la pièce, le cri caractéristique d'un nouveau-né. La première jumelle arriva, vigoureuse et en bonne santé, sa peau rosée luisant doucement, d'épais cheveux noirs encadrant son visage délicat. L'infirmière Lucie nettoya le bébé avec tendresse avant de le déposer sur la poitrine de Carla. Bouleversée, Carla fondit en larmes, l'épuisement pesant sur son corps, mais son cœur s'enflamma d'une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle est magnifique. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Daniel, murmura Carla en déposant un doux baiser sur le front de sa fille. Mais la joie fut de courte durée. Une nouvelle contraction la saisit, incessante et impitoyable. Encore une. Pousse, insista le médecin. La sueur trempait l'oreiller sous la tête de Carla tandis que les instants s'éternisaient 1 minute, 2, 3 mais aucun cri ne parvenait. La panique la serrait. Et le deuxième bébé, demanda Carla, les yeux écarquillés de peur. L'infirmière Lucie fronça les sourcils. Sa peau est bleutée, sans reflet lumineux. Fréquence respiratoire faible. Possible détresse respiratoire néonatale, rapporta Ethan, un autre infirmier, les mains tremblantes en lui tendant un masque à oxygène. Le docteur Morgan se mit en action. Préparez l'incubateur et le respirateur. Carla, reste calme. Le bébé a juste besoin d'un peu d'aide, la rassurait-il. Je veux la voir. Laisse-moi voir mon bébé, s'écria Carla, désespérée. Ethan souleva brièvement le bébé fragile pour que Carla puisse le regarder, mais cette vision lui glaça le cœur. Le regard du bébé était vide, sans vie et elle ne ressemblait pas à sa sœur. L'étincelle de reconnaissance que Carla avait ressentie quelques instants plus tôt se transforma en une terreur glaciale. « Carla, calme-toi » dit doucement le docteur Morgan. Elle a peut-être été privée d'oxygène à la naissance, ce qui peut affecter son apparence, mais tout ira bien. Non, insista Carla avec force. Je m'en souviens très bien, elle avait une petite tache de naissance sous le cou à sa naissance. Ce bébé ne l'a pas. Lucie essaya de la rassurer, vous venez d'accoucher. On peut facilement se perdre. Laissez l'équipe s'occuper d'elle. Nous vous tiendrons au courant des résultats des tests prochainement. Je ne suis pas perdue. Je ne suis pas folle, cria Carla, la panique envahissant sa voix. Il la tenait doucement tandis qu'une infirmière lui administrait un sédatif. Vous avez besoin de repos, lui ont-ils dit. Mais avant de sombrer dans le sommeil, Carla aperçut furtivement et inquiétantement Ethan sortant l'incubateur, ses mouvements furtifs et instables. Une terreur s'installa dans son cœur. Quelques heures plus tard, dans le calme de la salle de soins postpartum, Carla se réveilla auprès d'une jeune infirmière nommée Paige. « Où sont mes bébés » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le premier bébé est là. Le deuxième est sous étroite surveillance en néonatologie » répondit Paige avec un sourire calme. Mais intérieurement, Carla se sentait vide, un malaise indescriptible la rongeait. Elle exigea de voir le deuxième bébé, mais on lui répondit de se reposer et que des dispositions seraient prises prochainement. Impatiente, elle insista, ce qui déclencha une consultation médicale. Le docteur Andrew Thomas lui assura que l'état du bébé était stable, mais l'œil perçant de Carla décela des anomalies, yeux sans vie, peau bleutée et absence de taches de naissance. Paige doutait de sa mémoire. Aucune tache de naissance n'est enregistrée. C'est peut-être un sédatif qui te joue des tours. Je n'étais pas sous sédatif, rétorqua Carla. Déterminée, Carla a juré de mener l'enquête sur elle-même. Sous le couvert de la nuit, elle vola la carte d'accès d'une infirmière et se glissa dans l'unité de soins intensifs néonatales. Là, elle trouva son deuxième bébé, fragile et immobile dans la couveuse, les yeux ouverts mais brouillés. Son murmure, « Tu es ma fille, n'est-ce pas ?» fut accueilli par un silence jusqu'à l'apparition d'un inconnu à un homme inconnu, aux cheveux grisonnants, vêtu d'une blouse blanche usée, qui lui ordonna brusquement de partir. Les soupçons s'intensifièrent dans le cœur de Carla. Le lendemain, elle s'est confiée à sa meilleure amie Emily, infirmière dans un autre hôpital.
Émilie lui a conseillé de rassembler des preuves, mais a promis de l'aider à vérifier les actes de naissance. Les jours passèrent. La fille de Carla, en pleine santé, reposait paisiblement, mais ses pensées restaient tournées vers le deuxième bébé, celui qui semblait perdu, celui qui ne répondait pas et ne pleurait pas. Elle confronta l'infirmière Lucie, s'interrogeant sur la tâche de naissance manquante et le regard vide du bébé. Lucie lui donna des explications hésitantes, mais la conviction de Carla ne fit que s'accentuer lorsqu'elle brandit une couche, déterminée à découvrir la vérité. Tiens, sens sa sueur. Lucie la porta à son nez et fronça les sourcils. Ça sent le métal. Oui, comme du sang. Carla baissa la voix. Ce n'est pas de la sueur normale. J'ai demandé à d'autres infirmières. Elles ont dit, peut-être à cause de 4 médicaments. Mais personne n'a su nommer le médicament. Lucie cligna des yeux. Qu'est-ce que tu insinues? Je pense que quelqu'un a trafiqué ce bébé. Lucie fit un demi-pas en arrière. Carla, je crois que tu souffres de stress postpartum. C'est peut-être un traumatisme délirant. Le ton de Carla se durcit. Je ne me fais pas d'illusions. Et j'ai parfaitement le droit de demander un examen médical complet pour mon bébé. Tu peux le faire, mais seulement avec l'accord d'un médecin. Je vais les informer. Lucie sortit précipitamment. Carlo la regarda partir, la suspicion gravée sur son visage. Elle ne faisait plus confiance à personne. 1 heure plus tard, le docteur Morgan et le docteur Andrew entrèrent. Andrew tenait un mince dossier et le tapota légèrement sur la table. Nous avons examiné la demande d'examen médical soumise par Madame Carla, commença-t-il. Cependant, notre système de test interne est en cours de maintenance. Entretien. Carla plissa les yeux. J'ai commencé hier. Il y a une note interne, intervint Andrew. Je veux voir ce mémo. Andrew hésita. Je vais te procurer une copie imprimée et le certificat de naissance du deuxième bébé. Il poussa doucement le dossier vers elle. Je crains qu'il y ait eu un problème. Les dossiers numériques du deuxième bébé sont actuellement inaccessibles, probablement à cause d'une erreur lors de la saisie de la pièce d'identité. Carla se figea. Tu veux dire que mon bébé n'a pas d'acte de naissance? Nous travaillons en collaboration avec le service informatique pour le restaurer, a déclaré Andrew à voix basse, mais cela peut arriver. Carla tremblait de colère. Donc, un nouveau-né dans un hôpital public n'a pas de dossier médical, et vous attendez de moi que je reste assise là et que je garde son calme. Madame Carla, nous sommes profondément désolés, mais soyez patiente. La vérité finira par éclater. Non, j'en ai assez. Carla se leva brusquement. Je vais faire un test ADN moi aussi. Elle tressaillit légèrement. Vous aurez besoin du consentement du tuteur ou du père. Son père est à l'hôpital, renversé par un conducteur ivre. Et je suis sa mère. Je trouverai une autre solution. Cet après-midi-là, Émilie a envoyé un SMS, envoyez-moi des échantillons de cheveux des 2 bébés. Je demanderai à quelqu'un d'un laboratoire privé de nous aider. Carla répondit, je les enverrai ce soir. Ils cachent mes données de naissance. Je crois qu'on me surveille. Émilie répondit d'un ton pressant, fais attention, Carla. Ne fais confiance à personne dans cet hôpital. Carla coupa délicatement quelques mèches de cheveux des 2 bébés et les plaça dans des enveloppes séparées. Attendant minuit, elle sortit dans le couloir et les tendit discrètement à un livreur engagé par Émilie, un homme grand et mince à la voix rauque nommé Marc. Mademoiselle Carla, demanda-t-il doucement. Oui, ce sont les échantillons. Veuillez les envoyer dès que possible. Ne vous inquiétez pas, je connais l'itinéraire. Vous aurez les résultats dans 36 heures. Carla lui serra fort la main. Merci. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Marc hocha la tête et disparut dans l'obscurité. Jeudi matin, Carla était assise dans la salle d'attente, écoutant une conversation entre 2 infirmières de nuit, l'une nommée Bella, l'autre Trinity. Je jure qu'il y avait quelque chose de bizarre cette nuit-là, murmura Bella. Vous parlez du nouveau-né souffrant d'insuffisance respiratoire, demanda Trinity. Non, l'accouchement. Il y avait une infirmière inconnue qui s'appelait, comment? Ryan. Il n'était pas sur la liste, Ryan. Nous n'avons personne ici portant ce nom. Je sais, mais il avait un badge. Un uniforme complet. Il ne parlait à personne. Et il a disparu avant la fin de son service.
Carla se leva brusquement. Excusez-moi. Vous avez dit Ryan? Bella sursauta. Désolé. C'est du jargon interne. Non, j'ai besoin de savoir. S'il vous plaît. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu un homme d'une quarantaine d'années? Cheveux argentés, grands, yeux enfoncés? Trinity pencha la tête. Je ne suis pas sûr, mais oui, il y avait quelqu'un comme ça. Je pensais que c'était un médecin d'un autre hôpital qui nous aidait. Carla prit une grande inspiration. Il n'était pas sur la liste du personnel, n'est-ce pas? Bella et Trinity échangèrent des regards, puis secouèrent la tête. Non. Et le lendemain matin, il était parti. Cette nuit-là, Carla ne dormit pas. Ses yeux étaient injectés de sang tandis qu'elle notait chaque détail, l'heure de naissance, la personne qui l'avait contacté, les noms des infirmières, des médecins, tout ce qui était étrange. Une liste de plus en plus longue se forma, se terminant par un nom écrit en lettres capitales, Ryan, identité non confirmée. Vendredi soir, le centre médical Saint-Vincent était silencieux. Seules quelques ombres se déplaçaient faiblement sous la faible lumière jaune du couloir. Carla était assise, recroquevillée sur son lit, sans sommeil. Son instinct maternel était aiguisé, tel un animal blessé, paranoïaque, agité et prêt à se battre. Le vent soufflait dehors comme un enfant qui pleure. Ou peut-être était-ce son esprit qui commençait à craquer. Vers 2 heures du matin, un léger bruit retentit juste devant la porte. Carla se redressa brusquement, le cœur battant. Elle s'approcha, ouvrit la porte et vit une épaisse enveloppe posée soigneusement sur le sol. Personne aux alentours, aucun bruit de pas, seulement un couloir sombre et glacé. Carla se pencha, les mains tremblantes, tandis qu'elle le ramassait. Aucun expéditeur n'était indiqué, juste une ligne rouge et déroulante. Ouvrez ceci si vous voulez toujours sauver votre enfant. Elle verrouilla la porte, les mains tremblantes, tandis qu'elle en sortait le contenu. Un morceau de papier froissé, maculé de sang séché sur le bord, était visible. L'écriture était irrégulière, comme celle d'un gaucher ou d'un malade mental. Votre enfant est à Pinoloo. Ne faites confiance à personne dans cet hôpital. Sauvez-le avant la fin de la formation. Il accomplira le rituel sous la pleine lune. Signez avec votre sang si vous souhaitez continuer. Sinon, gardez le silence et oubliez tout. Les yeux de Carla s'écarquillèrent. Sa main trembla si fort qu'elle laissa tomber le reste de l'enveloppe. Une photo en sortit, face contre terre. Elle le ramassa et le retourna. Un cri lui arracha la gorge. Oh mon Dieu! C'était une photo floue prise avec un vieil appareil photo. Un nouveau-né était enfermé dans une cage métallique, les mains liées avec un tissu moisi. Ses yeux étaient gonflés et meurtris, son visage était sale, du sang séché maculait une joue. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Carla s'effondra au sol, la photo tremblant dans sa main. Elle prit son téléphone et appela Émilie. Émilie, quelqu'un m'a envoyé une photo. C'est mon fils. Je sais que c'est lui. Il est enfermé. Il est torturé. Oh mon Dieu, Émilie. La voix d'Émilie se brisa à l'autre bout du fil. Envoie-moi la photo tout de suite. Et la lettre aussi. Carla a pris des photos et les a envoyées via l'application cryptée qu'Émilie avait installée plus tôt. Moins d'une minute plus tard, Émilie a rappelé. Carla, cette écriture, je l'ai déjà vue dans un vieux dossier médical. La façon dont le H est écrit est très spécifique. Il pourrait s'agir d'un certain Robert Martin. Carla retint son souffle. Robert? Qui est Robert? Il était infirmier à la maternité. Il a été licencié il y a 2 ans pour harcèlement maternel et comportement violent. Puis il a disparu. Pourquoi? Pourquoi voudrait-il mon enfant? Je ne sais pas. Mais s'il a vraiment échangé ton bébé, alors ce n'est pas un simple enlèvement. Le lendemain matin, Carla apporta la photo au docteur Anna. Elle masqua les taches de sang et ne mentionna pas la lettre. Docteur Anna, dit-elle en posant la photo sur le bureau. J'ai reçu cela d'une source anonyme. Qu'en pensez-vous? Le docteur Anna l'examina attentivement, les sourcils froncés. C'est une vieille photo. Pas de localisation. Qui vous l'a envoyée? Je ne sais pas, mais je crois que c'est mon fils. Il a été échangé la nuit de mon accouchement. Cette photo pourrait en être la preuve. Elle tapota la table du doigt. Carla,
je suis vraiment inquiet pour ta santé mentale. Tu souffres visiblement d'un traumatisme grave. Non, je suis lucide. Je connais l'odeur des cheveux de mon enfant. Je me souviens de la tache de naissance sur son cou. Il a été échangé. Le bébé sur cette photo est prisonnier. Et vous, aucun de vous ne faites rien. Docteur, à l'intérieur. Je vais prévenir le conseil d'administration de l'hôpital pour qu'il ouvre une enquête interne. Mais vous devez comprendre que de telles allégations nécessitent des preuves solides. Carla reprit la photo et la fourra dans sa poche. Je trouverai les preuves moi-même. Cet après-midi-là, Carla monta les escaliers et tomba sur Ethan, l'infirmière de nuit qui était de service lorsqu'elle a accouché. Carla, murmura Ethan, as-tu reçu quelque chose d'étrange? Carla se figea. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que j'ai vu un homme étrange laisser quelque chose devant ta chambre hier soir. J'ai cru que c'était un parent. Mais il avait l'air terrifiant. Long manteau, capuche, il est resté là une minute entière, puis a disparu. Carla attrapa le bras d'Ethan. Tu as vu son visage? Pas très bien, mais je me souviens de sa démarche. Il boitait de la jambe gauche. Soudain, Carla se souvint que l'homme étrange dans l'unité de soins intensifs avait la même boiterie. Ethan, as-tu déjà entendu le nom de Robert Martin? Ethan tressaillit. Robert? Où as-tu entendu ce nom? Tu le connais? Oui, il était infirmier ici, mais il n'avait pas toute sa tête. Il parlait de sang, de rituels et de poupées vivantes. Un jour, il a failli étouffer un nouveau-né pour tester les limites de ses pleurs. Mon Dieu, il a été viré suite à un scandale, mais personne n'a fait de déclaration, trop effrayé à l'idée de s'impliquer. Puis il a disparu. Carla regarda Ethan dans les yeux, à voix basse. Tu veux bien m'aider? Ethan hésita, puis hocha légèrement la tête. Je te dirai qui était de garde la nuit de ton accouchement. Mais tu ne peux pas mentionner mon nom à qui que ce soit. Ce soir-là, Carla ouvrit sa galerie photo et zooma sur la photo du bébé captif. Dans un coin du cadre, quelque chose d'étrange était gravé sur le parquet, un petit symbole. Elle prit une capture d'écran et l'envoya à Emily. Quelques minutes plus tard, Emily m'appela, la voix inquiète. Carla, j'ai vu ce symbole dans le dossier psychologique de Robert. Tu veux dire que c'est sa marque personnelle? Non, c'est un symbole provenant d'un carnet qu'il gardait intitulé Entraîner le sacrifice. Il détaille chaque étape pour conditionner un bébé en une poupée vivante. Carla ravala un sanglot. Il va tuer mon bébé. Non, il gardera le bébé jusqu'à la pleine lune pour terminer le rituel. Il te reste quelques jours. Combien? 4. Après la pleine lune, le bébé, selon ses propres termes, ne sera plus qualifié d'humain. Tard dans la nuit, Carla prit une petite aiguille et se piqua le doigt, laissant une goutte de sang tomber sur la lettre froissée. D'une main tremblante, elle signa la ligne vierge ci-dessous, Carla Mitchell, mère biologique de l'enfant. Non pas parce qu'elle croyait à ce pacte monstrueux, mais parce qu'elle savait que seule une avancée dans l'obscurité pourrait faire ressurgir la lumière. Au matin du 9e jour après l'accouchement, l'atmosphère à l'hôpital était lourde et pesante. Carla était assise seule dans la chambre, serrant contre elle la photo du bébé dans la cage métallique. Elle attendait un simple appel de Marc, l'homme qui avait apporté les échantillons de cheveux à un laboratoire privé. Le téléphone vibra. Carla le prit d'une voix à peine murmurée. « Marc, tu l'as. »« Je suis devant l'hôpital, » dit-il d'un ton pressant. « Pouvez-vous descendre ? » ?»« J'ai les résultats. » Carla hocha la tête et raccrocha. Elle enfila son manteau sans prévenir aucune infirmière et quitta la salle en silence. Sur le parking arrière, Marc se tenait à côté d'un pick-up argenté. Il tendit à Carla une épaisse enveloppe scellée sous plastique. « Il n'y a que 2 exemplaires, un pour toi, un que je garde en sauvegarde, mais je te conseille de le lire quand tu seras prêt. » Carla ignora le conseil. Elle ouvrit le paquet et en sortit les feuilles imprimées. Son regard parcourut les lignes techniques. Résultat, le premier échantillon correspond à la mère biologique Carla Mitchell et au père Daniel Carter. Le deuxième échantillon ne contient aucune donnée correspondante dans le registre biologique national. La dernière phrase lui fit l'effet d'un poignard dans la poitrine, aucune donnée correspondante. Carla resta figée. Marc demanda doucement, « Est-ce que ça va ?» « Non, » répondit-elle d'une voix caverneuse. « Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis la nuit de mon accouchement. »
Elle est retournée dans la chambre d'hôpital, serrant fermement les résultats dans sa main. Juste au moment où elle entrait, le téléphone sonna. C'était Émilie. Carla, tu as vu les résultats, n'est-ce pas? Oui. Carla expira lourdement. L'un d'eux est à moi. L'autre n'est personne. Exactement ce que je craignais. Et ce n'est même pas le pire. Carla se tut. Quoi d'autre? Je viens de consulter le registre des infirmières. Le nom figurant sur votre rapport d'accouchement n'existe dans aucun dossier du personnel. Carla fronça les sourcils. Comment s'appelle-t-il? Valérie Grant. Mais l'hôpital n'a plus eu personne de ce nom depuis 3 ans. Alors qui a signé les papiers? Qui a accouché de mon bébé? À mon avis? Un imposteur. Peut-être un complice de Robert Martin. Carla serra plus fort le téléphone. Je veux parler au directeur de l'hôpital. Carla, ne sois pas trop pressée. S'ils découvrent que tu as fait un test ADN externe, ils essaieront de le cacher. Laisse-moi continuer à creuser. Non, je le fais à ma façon. Carla a fait irruption dans le bureau des ressources humaines de l'hôpital. Elle a frappé fort à la porte. Une femme d'âge moyen vêtue d'un blazer bleu, Margaret Harris, responsable des ressources humaines, l'a ouvert avec un regard surpris. « Excusez-moi, puis-je vous aider? Je suis la patiente de la chambre 312. Je dois vérifier le nom d'une infirmière de l'équipe de nuit du 2, Valérie Grant. » Margaret fronça les sourcils. Elle parcourut l'écran pendant quelques minutes, puis leva les yeux. « Je crains qu'aucune personne de ce genre ne travaille ou n'ait travaillé ici. Alors pourquoi son nom est-il inscrit sur l'acte de naissance de mon enfant? » Carla a sorti le document. Margaret le prit, son visage s'assombrissant. Cette signature? Elle appartient à Robert Martin. Nous avons conservé des échantillons de son écriture dans nos archives. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda lentement Carla, la voix froide. Robert a utilisé des pseudonymes pour signer divers documents. Après son licenciement, il a récupéré son ancienne carte d'identité. Les agents de sécurité, pensant qu'il travaillait encore ici, l'ont laissé passer. Carla recula, l'incrédulité dans le regard. L'hôpital laissait entrer librement dans la maternité un employé licencié, accusé d'agression sexuelle. Margaret semblait mal à l'aise. C'est arrivé il y a 2 ans, et il a disparu après. On ne s'attendait pas à. Je ne m'y attendais pas? Mon enfant a été échangé dans cet hôpital par un monstre. Vous avez libéré Robert. Margaret était sans voix. Carla déchira le document, jeta les morceaux sur le sol et s'éloigna, le cœur prêt à se briser. Cet après-midi-là, Daniel, son mari, a été transféré de l'unité de soins intensifs vers une chambre ordinaire de l'hôpital général Mercy. Carla l'appela par vidéo. Daniel paraissait décharné, un bandage toujours attaché autour du front, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Carla. « Carla, ça va? Comment vont les bébés? » Carla se mordit la lèvre, les larmes aux yeux. « Daniel, il s'est passé quelque chose de terrible. »« Quoi? Dis-moi. » « Notre fils, celui que tu n'as jamais vu, s'étrangla-t-elle en reprenant ces mots, il a été échangé. Daniel se figea. « Quoi? » Carla a montré les résultats ADN à la caméra. L'un des bébés n'est pas le nôtre, et il n'a aucun enregistrement ADN dans le système national. Il n'appartient à personne, murmura Daniel. Certainement pas. C'est vrai. Et ce n'est pas tout. La personne qui a accouché de notre bébé était un imposteur. Il s'appelle Robert Martin, un fou qui a été licencié il y a des années. Et maintenant, il a notre fils. Daniel serra les poings, la voix rauque. Alors, on fait quoi? Retrouvons notre bébé. Peu importe la distance qui nous sépare. Ce soir-là, Carla retourna dans la chambre d'hôpital où le bébé échangé dormait paisiblement. Elle le regarda, l'air vide, la bouche entr'ouverte. Même en sachant qu'il n'était pas le sien, son cœur se serrait. Lucie entra. « Tu es encore réveillée. »« Comment s'appelle-t-elle » demanda Carla. « Qui? Ce bébé? Qu'est-ce qui est indiqué sur les dossiers? » Lucie a consulté le dossier médical. Il n'y a pas de nom. Le code d'identification de l'hôpital est NB 4782. Pas de parents, pas de dossier. Alors, d'où vient-elle? Lucie secoua la tête.
Je ne sais pas. On s'occupe d'eux simplement en fonction des missions qui leur sont confiées. Carla caressa doucement les cheveux de l'enfant. J'ai besoin de quelques jours de repos. Je demande ma libération. Lucie était surprise. Si tôt? Je dois retrouver mon véritable enfant avant qu'il ne soit trop tard. La 10e nuit, Carla était assise dans une petite chambre louée à la périphérie du Colorado, où elle et Emily avaient emménagé après leur sortie de l'hôpital. L'appartement était minuscule et vieillot, mais calme et isolé. Le bébé échangé, qu'elles avaient temporairement appelé NB, dormait dans un berceau à côté d'elle, sifflant doucement, sa peau virant au bleu par moments, comme si elle était sur le point de suffoquer. Une partie de Carla ressentait encore de la douleur en regardant le bébé, mais une autre partie, froide et concentrée, savait que son enfant biologique était toujours là, entre les mains d'un homme sans âme. Le téléphone a sonné. Emily. Carla décrocha. Écoutez. Je viens de retrouver un vieil enregistrement vocal de Robert lorsqu'il était en observation psychiatrique. Je t'envoie le fichier si tu veux confirmer. Envoie-le. Carla ouvrit son ordinateur portable. Le son était diffusé par un enregistreur basique. La voix d'un homme, grave et lente comme celle d'un toxicomane, emplit la pièce. Un enfant n'a pas besoin de mère. Il a besoin de silence. Pleurer est la tâche de l'âme. Ce n'est que lorsque les larmes ont disparu que l'on peut parler de pur sacrifice. Carla frissonna, se mordant la lèvre. Elle ferma les yeux et imagina son enfant allongé quelque part, ligoté, contraint au silence par les croyances tordues d'un fou. Un bip. Un numéro inconnu l'appelait. Elle hésita, puis répondit. Bonjour. Une voix basse et familière, étrangement similaire à l'enregistrement, votre fils est très obéissant. Il ne pleure plus la nuit. Un enfant propre est plus facile à couper. La gorge de Carla se serra. Sa main trembla. Êtes-vous Robert? Il rit doucement. Les noms ne sont que des coquilles. Je suis simplement celui qui apprend à l'âme à quitter la chair. Tu tiens mon fils. Que veux-tu? De l'argent? Un nom? Je te donnerai tout. Je te veux silencieux comme lui. Tu es malade. Je te retrouverai même si je dois fouiller tout le Colorado. Un autre rire, rauque et brisé, mêlé au bruit du vent et de l'eau courante. Je ne suis pas dans le Colorado, mais j'en suis plus proche que vous ne le pensez. L'enfant apprend à respirer sans amour. J'appelle la police. Vas-y. Mais n'oublie pas qu'il n'a pas d'acte de naissance. Pas d'ADN, pas de nom. Il est déjà perdu, Carla. Cliquez. La ligne est coupée. Carla a jeté le téléphone à travers la pièce, s'est attrapé la tête et a crié de désespoir. Le lendemain matin, Carla retrouva Emily aux archives de l'hôpital où travaillait son amie. Emily sortit un épais dossier d'une armoire métallique. Voici les anciens dossiers personnels de Robert Martin. Il manque beaucoup de pages, mais il en reste suffisamment pour comprendre qui il est. Carla l'ouvrit. Une photo d'identité usée lui rendit son regard. Robert, environ 45 ans. Visage allongé, yeux cernés, cheveux grisonnants et fins. Il ne ressemblait pas à un infirmier. Il ressemblait plutôt à quelqu'un qui vivait dans les bois. Date d'embauche, 2018. Fin du contrat, 2021. Motif, comportement violent, menace envers les mères, manipulation de cadavres de nourrissons. Carla lisait à haute voix, la voix brisée. Emily hocha la tête. Après cet incident, il a disparu. Mais j'ai trouvé des documents attestant qu'il vivait autrefois dans les Appalaches, près des bois de Pinoloo, à l'ouest. Pinoloo. Carla se souvint de la lettre tachée de sang. Votre enfant est à Pinoloo. Je crois qu'il y est retourné, murmura Emily. Carla est retournée à l'appartement et a ouvert une carte des États-Unis. Pinoloo, une petite ville près de la frontière canadienne, entourée de forêts denses, de collines rocheuses et de sentiers sans nom. Elle a creusé davantage et a trouvé un vieil article local de 2022. Un homme nommé Robert Martin est soupçonné de vivre et de se cacher dans les bois de Pinoloo avec une femme souffrant de troubles mentaux. Les habitants décrivent une cabane fermée par des chênes, où l'on entend des pleurs de bébés la nuit. Personne n'ose s'approcher. Carla imprima l'article. Elle murmura, « Tu as choisi la mauvaise femme avec qui t'embêter, Robert. » Cette nuit-là, alors que Carla préparait ses bagages pour le voyage, le bébé NB se mit soudain à pleurer. Elle le prit dans ses bras.
Ses yeux étaient ternes et ses lèvres légèrement bleutées. Ne pleure plus, murmura Carla. Je ne t'abandonnerai pas, même si tu n'es pas mon enfant. Je ne sais pas qui tu es, mais ce n'est pas ta faute si tu es né dans ce monde. Elle a appelé le docteur Andrew, le seul à l'hôpital qui ne l'avait pas évité. Andrew, j'ai besoin de conseils. Je m'apprête à quitter la ville, mais je ne peux pas emmener ce bébé avec moi, pas dans son état. Andrew hésita. Tu veux dire NB? Oui. Je veux le laisser à quelqu'un en qui j'ai confiance. Andrew soupira. Carla, si tu veux, je peux faire en sorte qu'il soit admis en soins intensifs au centre médical Saint-Marie. Il y bénéficiera d'une surveillance complète. Tu es sûr? J'y travaillais avant de revenir au Colorado. Je connais le directeur médical. On peut lui faire confiance. Carla regarda le bébé une dernière fois avant de le placer dans la poussette. Je reviendrai le chercher quand j'aurai retrouvé mon fils. Le lendemain matin, Carla monta à bord d'un bus vétuste quittant le Colorado, direction l'ouest, en direction de la forêt. Elle tenait dans ses mains une carte imprimée à la hâte, une photo floue de son fils et un couteau pliant caché dans son manteau. Dans le bus, un vieil homme frêle était assis à côté d'elle, les yeux embrumés, la voix rauque. « Où vas-tu, jeune femme ?» Carla afficha un sourire las. « Pinoloo. » Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Je n'ai pas froid aux yeux. J'ai de la famille là-bas. Mon fils y a été emmené. » Le vieil homme se tut. « Tu vas dans les bois après le cimetière. » Carla se retourna brusquement. « Comment le sais-tu » Il secoua la tête, le visage blême. « J'étais rangé. Il y a une cabane fermée à clé. Chaque mois, les gens entendent des hurlements et des bébés pleurer. Puis, un jour, tout se tait. La police a vérifié une fois. Ils n'ont rien trouvé. Connaissez-vous le chemin pour y aller? Je le sais. Mais si tu aimes ton fils, ne va pas dans la forêt après le cimetière. Les yeux de Carla brûlaient. C'est parce que je l'aime que je dois partir. Le ciel de la forêt était gris, de lourds nuages menaçaient de planer. Carla se tenait au début du sentier, couverte de feuilles pourries, juste derrière le cimetière de Pinoloo. Dans sa main se trouvait le couteau pliant et le téléphone satellite qu'Emily lui avait fourré avant de quitter le Colorado. Le signal faiblit à mesure que tu descends, avait prévenu Emily. N'appelle qu'en cas d'urgence. Un panneau en bois pourri marquait l'entrée, à peine lisible. N'entrez pas si vous entendez des murmures, était écrit en dessous, maculé de peinture rouge. Carla ne s'est pas arrêtée. Pendant ce temps, à près de 200 km de Springfield, Emily a reçu un appel d'un ancien contact, Andrew Nelson, un policier à la retraite qui avait déjà enquêté sur des nourrissons disparus. Andrew, voici Emily, infirmière du Colorado. J'ai un problème grave. Je pense que Robert Martin est impliqué. Ce nom? Je le croyais mort. Non, il est vivant. Et je crois qu'il tient un bébé dans les bois à l'ouest. Une longue pause. Puis Andrew dit d'une voix rauque, j'ai enquêté sur lui. Il était protégé. Ses supérieurs ont tout fermé. Tous les dossiers ont été retirés. Personne ne voulait parler. On a des photos, des enregistrements, des preuves. Une mère est en route. Carla Mitchell. Elle va chez lui. Andrew alluma une cigarette. Envoie-moi l'adresse. J'y vais. Au fond des bois, Carla avançait entre d'épaisses branches. Aucun signal cellulaire. L'odeur de pourriture et d'humidité lui donnait la nausée. Les corbeaux criaient en volant au-dessus de nos têtes. Soudain, elle se figea. Devant elle se dressait une cabane en bois pourri, dont la porte d'entrée était enchaînée d'épais maillons de fer. La mousse recouvrait les murs. À gauche, un puits asséché. À droite, une cage brisée, marquée de griffures, de minuscules ongles gravés dans le bois. Carla retint son souffle. J'ai réussi. Elle se dirigea vers la porte et tira sur les chaînes. Elles ne bougèrent pas. Alors qu'elle se débattait, elle entendit un léger gémissement venant de l'intérieur. Elle pressa son oreille contre le bois. Le gémissement d'un enfant. Faible. Brisé. Bébé, maman est là. Elle courut autour de la cabane et trouva une trappe cachée sous du vieux bois. À l'aide de son couteau, elle a détaché chaque planche. Au bout de quelques minutes, une trappe rouillée apparut, cadenassée.
Elle prit le pied de biche qu'elle avait apporté et frappa violemment. Crac! La serrure s'ouvrit brusquement. L'odeur était nauséabonde. Elle retint son souffle et éclaira le sol avec sa lampe torche. Un escalier en bois menait à l'obscurité totale. En contrebas, Robert Martin était assis en silence à une table en bois recouverte de dizaines de photos de nouveau-nés ligotés, toutes marquées et classées. Une grande carte du Colorado était épinglée au mur, des points rouges indiquant les hôpitaux. Claire, la femme handicapée mentale, se tenait à proximité, les cheveux emmêlés et le visage sale, tenant un bébé ou le vrai fils de Carla. Il n'avait que la peau sur les os, les yeux gonflés et clos, avec un large bleu sur le front. Robert murmura, « Demain, c'est la pleine lune. Il est temps de finir. » Claire chuchota, « Bébé a froid, bébé a peur. » Silence. Il ne peut pas apprendre la peur. Il doit apprendre l'obéissance. Juste à ce moment, la trappe grinça au-dessus de sa tête. Robert se tenait là, les yeux plissés à un invité indésirable. Carla descendit, serrant fermement son couteau. Sa lampe torche balaya les murs tachés de sang et écrivit « Le silence pour survivre. Personne ne se souvient de toi. Le sang de mère est un sang sacrifié. » Elle trembla. En contrebas, un néon vacillant s'alluma. Robert se tenait devant un autel en bois brut. « Tu as signé le pacte avec ton sang, dit-il. »« Rends-moi mon fils, hurla Carla. Robert pencha la tête, un sourire crispé s'élargissant. « On le prépare. Votre enfant est l'un des plus forts que j'ai jamais vus. Mais il pleure encore. Il se souvient encore de vous. C'est exactement pour ça que je suis venu, pensa Carla. Elle recula, serrant plus fort le couteau. Je le sors de cet enfer. Robert leva la main. Claire apparut, berçant l'enfant tremblant dans une couverture déchirée. Si tu me touches, dit froidement Robert, je lui ferai une piqûre. Une seule piqûre, pas de douleur. Plus personne ne souffre. Claire. Carla pleura, tu n'es pas obligé de l'écouter. Ce bébé n'est pas un sacrifice. C'est un enfant. Il mérite de vivre, d'être aimé. Claire tremblait, les larmes aux yeux. Robert dit, si bébé reste silencieux, il ne punira pas. Personne n'a le droit de punir un enfant qui pleure, cria Carla d'une voix tremblante. Claire pleurait, pétrifiée. Robert aboya, Claire, fais-lui la piqûre maintenant. Claire regarda Robert, puis Carla. Elle recula, serrant le bébé fort. Elle ne fit pas la piqûre. Robert rugit et se précipita pour attraper l'enfant. Carla hurla, non, et chargea, enfonçant le couteau dans l'épaule de Robert. Il hurla et s'écrasa en arrière. Carla prit son fils dans ses bras, haletant, bébé, c'est maman. Je suis là. Robert rampa vers eux, tendant la main. Carla attrapa une bouteille d'eau et la lui fracassa au visage. Du sang gicla. Il s'effondra. Claire sanglota, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus faire ça. Carla cria, cours. Va chercher de l'aide. Au-dessus, Andrew Nelson et la police d'État firent irruption. Entendant les cris, ils défoncèrent la porte. Carla sortit de la cave, couverte de sang, serrant son fils contre elle. À l'aide. À l'aide. Une pluie torrentielle s'abattit sur la nuit glaciale de Pinoloo. Carla courait à travers la forêt, les pieds glissant dans la boue, les bras serrés autour de son fils, le corps froid et inerte, à peine conscient, les yeux meurtris, les lèvres violacées. Elle n'osait s'arrêter. Derrière elle, la cabane où son enfant avait été enfermé était noyée sous les sirènes de police et les projecteurs. Le shérif Lewis Bennett et des agents de la police d'État plaquèrent Robert Martin au sol, qui se débattait comme un animal sauvage. « Combien en as-tu tué, espèce de malade » hurla Lewis en lui donnant un coup de pied dans l'épaule. Robert grogna, le sang coulant de sa bouche. Il n'était pas censé survivre. Ce ne sont que des poupées. Claire, la femme handicapée mentale, était accroupie dans un coin, sanglotant et se couvrant la tête. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas, Lewis serra les dents et se tourna vers un adjoint. Demandez à cette femme de psychiatriser Val immédiatement, et lui, menottez-le. Conduisez-le à la prison du comté de Salem. Je veux un rapport ce soir. Un policier cria depuis le sous-sol, chef, on a trouvé quelque chose. Ils brandirent des cartons remplis de preuves, vidéos, photos, journaux aux écritures tordues.
Une carte du Colorado, parsemée d'épingles rouges, marquait les hôpitaux, les entrées, les gardes de nuit, les horaires. Lewis blêmit. Mon Dieu, ce n'est pas une simple affaire. C'est un réseau. Carla surgit du bois et atteignit le chemin de terre qui menait au village. Elle fit signe à un pick-up de la police d'État de s'arrêter. Arrêtez-vous. Aidez-moi. Mon bébé a besoin d'un médecin. Le conducteur, le sergent Ryan Johnson, sauta à terre et ouvrit la portière arrière. Montez vite. Avez-vous du matériel médical? Demanda Carla avec empressement. J'ai une trousse de premiers secours, mais il faut qu'on aille à la clinique la plus proche. C'est à 20 kilomètres. Carla serrait son fils contre elle et murmurait, tiens-toi bien. Ne dors pas, maman est là. Le bébé ne pleurait pas et ne bougeait pas. Un filet de mucus rouge coulait de son nez. Au centre médical de Springfield Village, en service de nuit, le docteur Alicia Reed s'est écrié dès qu'elle a vu Carla franchir la porte. Nous avons besoin de soins d'urgence. Insuffisance respiratoire. Abrasion sur tout le corps. Alicia alluma immédiatement le chauffage et prépara le masque à oxygène. Allongez le bébé sur la table. Maman, s'il vous plaît, sortez pendant qu'on travaille. Non, je reste, hurla Carla. Alicia soutint son regard une seconde, puis hocha la tête. Alors, tenez son bras. On pose la perfusion. Du sang coula lentement du bras du nourrisson. Alicia fronça les sourcils. Les veines sont trop faibles. La peau est gravement déshydratée. Le rythme cardiaque est à 72. Très bas. Une infirmière murmura, de vieilles traces d'injection partout sur ses cuisses. De lourds hématomes sur la poitrine. Alicia regarda Carla. Sais-tu qui lui a fait ça? Il a été kidnappé. Enfermé dans une cave. Un fou. Robert Martin. Alicia pâlit. Mon Dieu, j'ai entendu parler de lui. Une vieille affaire enterrée. S'il te plaît, sauve mon fils. Il est tout pour moi. Pendant ce temps, au siège temporaire de la police d'État du village, Andrew Nelson déposait des piles de documents sur la table. Lewis Bennett les parcourut d'un coup d'œil, la voix rauque. Je pensais que Robert était un loup solitaire. Andrew secoua la tête. Non, je l'ai déjà suivi, mais je n'ai jamais eu assez de preuves. Il est insaisissable. Quelqu'un le protège. Lewis frappa du poing. Combien d'enfants a-t-il emmené? Au moins 4 cas dans le Colorado, 2 à Akron, 1 à Greenfield. Mais seul le cas de Carla a laissé des traces solides. Donc le bébé échangé est bien son enfant. Andrew ouvrit un rapport d'analyse. Peut-être. Ou un bébé né hors du registre, jamais enregistré. Lewis murmura, une machine qui remplace les gens par des poupées. À 4 heures du matin, à l'hôpital Saint-Charles de Salem, Carla était assise sur une chaise en acier glacé, serrant le rapport médical. Un jeune médecin sortit, le docteur Brian Carter, calme mais visiblement fatigué. Mademoiselle Carla. Carla se leva d'un bond. Mon fils, est-il? Brian hocha doucement la tête. Il est très faible, mais il a dépassé la phase critique. Nous lui avons vidé les poumons, administré des antibiotiques et pratiqué une transfusion. Il est actuellement en unité de soins stériles. Carla se couvrit la bouche, les larmes aux yeux. Il est vivant, n'est-ce pas? Oui, mais il y a autre chose. Brian ralentit la voix. On a trouvé une étrange toxine biologique dans son sang. Probablement injectée par Robert. Quel genre de toxine? Elle supprime les réflexes émotionnels. Son but était peut-être de le rendre insensible à la lumière, au son, et même à la douleur ou une forme de déshumanisation. Carla sentit l'air quitter ses poumons. Et peut-il guérir? Brian marqua une pause. On fera tout ce qu'on peut. Le lendemain matin, le tribunal du comté de Salem tint sa première audience d'urgence à huis clos. Robert Martin fut escorté à l'intérieur, visiblement blessé. Le procureur était assis en face de lui. Robert Martin, vous êtes provisoirement inculpé d'enlèvement d'enfants, de maltraitance infantile, d'usurpation d'identité et d'accès non autorisé à des établissements médicaux. Avez-vous quelque chose à dire? Robert jeta un coup d'œil autour de lui, du sang coulant de ses lèvres. Je n'ai commis aucun crime. J'ai accompli une mission. Il fronça les sourcils. Mission, purifier le monde des pleurs.
Plus de larmes. Plus de mère. Que des offrandes. Un rire discret retentit, mais il venait de la galerie. Carla se leva lentement, la voix posée. Alors, laisse-moi parler. Une mère, c'est celle qui pleure à la place de son enfant. Qui se fait ouvrir la poitrine pour accoucher? Qui traverse les forêts pour retrouver ce cri? Robert plissa les yeux. Tu ne comprends pas, non, s'avança Carla. Tu ne comprends pas. Une mère, ce n'est pas juste quelqu'un qui nourrit un enfant. Une mère, c'est celle qui ne le lâche jamais. Le silence retomba dans la salle. Le procureur ajouta doucement, « Votre honneur, nous demandons un placement en détention d'urgence et une évaluation psychologique. » Le juge acquiesça, accordé. Le procès officiel commencera dans 15 jours. Cet après-midi-là, à l'hôpital, Carla rendit visite à la petite fille handicapée NB 4782. Elle la berça doucement en fredonnant, « Tu n'as pas choisi de naître comme ça, mais moi, je choisis de rester. » Le docteur Alicia entra dans la chambre. « Mademoiselle Carla, êtes-vous sûre ?» Carla acquiesça. « J'ai perdu mon enfant pendant 10 jours. Je ne peux pas laisser celle-ci perdre toute sa vie. » Alicia était émue. « Je témoignerai en votre faveur lors du dépôt de la demande d'adoption. » Tard ce soir-là, Carla était assise près de deux berceaux, l'un avec son fils biologique, l'autre avec la fille échangée. La douce lampe jaune éclairait son visage fatigué mais paisible. Lewis Bennett passa et tapota légèrement la porte. « J'ai entendu dire que tu ne retournerais pas au Colorado. » Carla hocha la tête. « Je veux quitter cette ville, emmener mes 2 enfants, aller dans un endroit paisible. » Tu le mérites. Carla le regarda. « Je ne te remercie pas d'avoir sauvé mon fils. Je te remercie de m'avoir cru alors que tout le monde pensait que je délirais. » Lewis eut un léger sourire. « J'avais une sœur qui a perdu son bébé en couche. Tu as fait ce qu'elle n'aurait jamais pu faire. » Carla esquissa un léger sourire. « Je ne suis pas une héroïne, juste une mère poussée à bout. » 3 semaines après le sauvetage, le ciel de Salem brillait doucement comme s'il n'avait jamais connu le sang, les larmes ou la peur. Sur la pelouse de l'hôpital Saint-Charles, Carla poussait une poussette double, son fils biologique d'un côté et sa fille, jusque-là sans nom, désormais officiellement prénommée Lucie, de l'autre. « Attention, l'herbe est glissante », lança Émilie depuis un banc, un café chaud à la main, souriant à sa meilleure amie. Carla se retourna et serra plus fort la couverture de Lucie. « Je pensais ne plus jamais revoir un soleil pareil. Et les 2 bébés ont survécu, Carla. »« Grâce à toi, » dit Émilie. Carla secoua la tête. « Pas seulement moi. C'était nous tous au Lewis, le docteur Alicia, toi même ceux qui se sont détournés au début, mais qui ont tendu la main au moment le plus important. » Émilie s'approcha et baissa les yeux vers la poussette. « Tu l'as appelée Lucie ? » « Oui. Ça veut dire lumière. » Émilie hocha la tête. « Un beau prénom. Mais tu es sûre ? C'est le bébé qui a été échangé, la preuve d'un cauchemar. » Carla regarda Lucie, ses yeux troubles toujours insensibles à la lumière, ses mains repliées instinctivement. C'est exactement pour ça qu'elle mérite 2 fois plus d'amour. Au centre de détention spécial de Salem, Robert Martin était détenu à l'isolement, sans aucun contact avec les autres détenus. Le gardien Paul Evans ouvrit la porte de la cellule pour déposer un plateau de nourriture. « Mange, espèce de crapule, » dit Paul froidement. Robert ne bougea pas. Il resta assis, immobile, les yeux rivés au plafond. Silencieux, comme les bébés que tu essayais de faire taire, murmura Paul. Robert tourna lentement la tête, un sourire crispé s'élargissant. Il pleure encore dans mes rêves. Je les entends. Et je sais qu'il y en a d'autres qui attendent. Paul plissa les yeux. J'espère que tu pourriras ici. Pourrira lentement. Vu la façon dont tu as fait souffrir ces enfants. Robert ne répondit pas. Il se contenta de rire, mais son regard commença à dériver, à perdre le fil. Dans le registre médical de la prison, le psychiatre a noté, le patient souffre d'hallucinations persistantes, montrant des signes de dissociation complète de la réalité. Un matin, à la Cour suprême de Salem, le procès officiel de Robert Martin s'ouvrit. La presse était interdite à l'intérieur, mais des centaines de personnes se rassemblèrent à l'extérieur, brandissant des pancartes, « Justice pour les enfants, pas de pitié pour les changeurs ». Lewis Bennett s'approcha de Carla et lui tendit une bouteille d'eau. « Tu es sûr ?
Le procès d'aujourd'hui sera long. Je n'ai pas besoin qu'il soit long, dit Carla fermement. Je veux juste que ce soit clair. À l'intérieur, le procureur et Baldwin ont présenté leur dossier. Nous disposons de preuves complètes, ADN, photographies, enregistrements vocaux, témoignages d'infirmières et de médecins. Robert Martin a infiltré systématiquement les hôpitaux, ciblé les naissances de jumeaux et procédé à des échanges méthodiques. L'accusé a initié un entraînement anonyme en injectant des substances chimiques qui supprimaient les émotions, en isolant les nouveau-nés dans des environnements hostiles et en justifiant tout cela par des croyances rituelles déformées. Carla fut appelée à la barre. Elle s'avança, les mains jointes. Je n'ai pas seulement perdu un enfant. J'ai perdu confiance en la médecine et le droit. On m'a catalogué comme une mère souffrant de délire postpartum. Mais ce doute a sauvé mon fils. Elle désigna Robert. Ce n'était pas seulement un fou. Il était le résultat de la négligence, d'un système défaillant et de la peur qui contraint les gens au silence. Robert ne dit rien. Il ne la regarda pas. Le procès a duré 3 jours. Le verdict est tombé, l'accusé Robert Martin est condamné à 28 ans de prison pour enlèvement d'enfants, violation d'établissement médical, torture sur enfant et tentative de meurtre. Il est soumis à un traitement psychiatrique obligatoire et sa libération conditionnelle lui est refusée. Devant le tribunal, Émilie fondit en larmes. Lewis posa une main sur l'épaule de Carla. La justice a parlé. Carla répondit simplement, maintenant, j'ai besoin de paix pour mes enfants. Quelques mois plus tard, dans un petit village niché dans la vallée de Shenandoah, Carla emménagea dans une maison louée avec un petit jardin. Pas de clôture, juste un prunier aux fleurs blanches. 2 berceaux étaient installés près de la grande fenêtre, où le soleil entrait chaque matin. Lucie ne pouvait toujours pas parler ni marcher, mais dès que Carla s'approchait, elle éclatait de rire. Le fils biologique de Carla avait commencé à babiller, « Mama ». Carla sourit, prenant les 2 enfants dans ses bras. « Oui, c'est vrai. Je suis là. Je suis ta maman. Je suis votre mère à tous les 2. » Émilie a appelé par vidéo, « Comment est la nouvelle maison ?» Elle est bien. Le ciel est dégagé. Les gens sont gentils. Et les enfants, ils redeviennent peu à peu eux-mêmes. Ils comptent rester longtemps, pour toujours. Avant de partir, Carla avait laissé une lettre à l'hôpital Saint-Charles, où elle s'était assise une nuit à pleurer aux côtés de son fils. On pouvait y lire, être mère, ce n'est pas seulement donner naissance. C'est sauver, s'accrocher à une vie à tout prix. Certains enfants naissent dans la douleur, mais survivent grâce à l'amour. Ne fermez pas les dossiers. N'effacez pas les noms. Chaque petit battement de cœur mérite d'être immortalisé. 1 an plus tard, sur la petite aire de jeu à la sortie du village, les habitants voyaient souvent une jeune femme pousser une poussette double. Un petit garçon marchait en trottinant devant, tandis qu'une petite fille riait dans la poussette. Elle ne parlait jamais beaucoup de son passé, se contentant de dire « Nous sommes une famille. Nous sommes nés de nouveau les unes des autres. » La maternité ne se définit pas seulement par le sang, mais aussi par la résilience, le courage et le pardon. L'histoire de Carla nous rappelle que dans les moments les plus sombres, l'amour peut toujours être la lumière qui nous guide. Lorsque les systèmes échouent, l'intuition et la foi d'une mère deviennent la boussole ultime. Même dans la trahison, le doute et la perte, une vraie mère ne lâche jamais prise. Et parfois, le plus grand acte de salut est la compassion pour un enfant qui n'a jamais été le sien.